Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Dead Zone, et avant les anecdotes, voici l'histoire. À 6 ans, Johnny Smith, joué par Anthony Michael Hall, patine sur un étang gelé. Un joueur de hockey le percute, il tombe et se cogne la tête contre la glace. À cet instant, il a un flash, une vision brutale. La glace se brise, un enfant passe au travers, quelques instants plus tard, la scène devient réalité. Le garçon est sauvé de justesse grâce à l'entraîneur et aux autres joueurs. 20 ans plus tard, Johnny enseigne la biologie au lycée de Cleve Mills, sa ville natale dans le Maine. Il vit paisiblement et partage son quotidien avec Sarah Bracknell, jouée par Nicole de Boer, sa fiancée. Un soir, à la fête foraine, il gagne plusieurs fois d'affilée à la roulette, il s'arrête juste avant que le zéro ne tombe. La soirée se termine, il ramène Sarah chez elle. Sur le chemin du retour, c'est l'accident. Johnny plonge dans un coma de 6 ans. Quand il se réveille, tout a changé. Sarah est mariée à un autre, elle a un fils, Johnny Jr., surnommé Gigi, joué par Spencer Hashiminchuk, puis Connor Price. Gigi ignore encore qui est son véritable père. Johnny sent qu'il n'est plus le même. Un simple contact suffit désormais pour qu'il voie des événements passés ou à venir. Les médecins parlent d'une zone morte, une partie du cerveau jusque-là inactive, qui se serait réveillée à la suite du traumatisme. Avec l'aide de Sarah, de son mari Walt Bannerman, joué par Chris Bruno, le shérif du comté, et de Bruce Lewis, joué par John Lee Adams, son kiné devenu un ami fidèle, Johnny utilise ses capacités pour aider dans des enquêtes. Mais tout se complique quand il croise Greg Stilson, joué par Sean Patrick Flanery, un politicien ambitieux, instable et manipulateur. En le touchant, Johnny voit l'apocalypse. Il comprend que Stilson, s'il devient président, le monde court à sa perte. Il se trouve face à un dilemme impossible. Doit-il empêcher cet avenir par tous les moyens, y compris le meurtre? À côté de Stilson, il y a Malcolm Janus, joué par Martin Donovan, homme de l'ombre persuadé que Stilson est l'élu. Il œuvre dans les coulisses pour l'emmener jusqu'à la Maison Blanche. Il manipule, promet et distribue pouvoir et argent. Il donne au révérend Jane Purdy, joué par David Ogden-Stiers, vieil ami de la famille Smith, une influence mondiale. Purdy croit agir en Dieu, mais sa foi lui brouille le jugement. Il a couvert un meurtre pour protéger ses intérêts. Lors de l'incendie de la chapelle Face Heritage, il se retrouve mêlé à la mort de 2 personnes importantes, et il quitte alors Cleve Mills. Dana Bright, jouée par Christine Dalton, journaliste au Bangor Daily News, a suivi les premières enquêtes de Johnny. Une relation s'installe entre eux, marquée par des hauts et des bas. Elle entretient aussi une liaison avec Purdy. Plus tard, elle part travailler pour une chaîne de télé à Boston. Elle choisit sa carrière, mais les sentiments entre elle et Johnny ne disparaissent jamais vraiment. Rebecca Cadwell, jouée par Sarah Winter, pédopsychiatre, rencontre Johnny en enquêtant sur le meurtre de sa sœur Rachel. Elle devient sa compagne pendant un temps. Elle soupçonne Stilson d'être responsable de la mort de Rachel. Elle tente de le tuer. Johnny l'arrête juste à temps et elle découvre que Stilson n'est pas coupable de ce crime, mais quitte Johnny et décide d'agir seule. Anna Turner, jouée par Cara Buono, shérif par intérim du comté, enquête sur la dernière affaire non officielle de Walt. Elle prend le relais de Walt après un événement tragique. Au fil du temps, Johnny voit ses visions se préciser. Il sent que Gigi a peut-être hérité de son don. Dans les derniers moments, Gigi a sa première vraie vision. Dans son œil, il voit l'Armageddon, et il le partage avec Johnny au cours d'un affrontement brutal contre Stilson. Cette série américano-canadienne a été créée par Michael Pyler et Sean Pyler. C'est une adaptation du roman Dead Zone de Stephen King de 1979. Elle dure 80 épisodes sur 6 saisons, diffusée entre le 16 juin 2002 et le 16 septembre 2007 sur USA Network. En France, la série a été diffusée à partir du 27 décembre 2003 dans la trilogie du samedi sur M6 et multi-rediffusée sur la TNT. La série a des fois un autre titre, Stephen King's The Dead Zone, aux USA. Elle a été produite par Lionsgate Television et Paramount Network Television. Plus tard, CBS Paramount Network Television pour USA Network. C'est la deuxième adaptation du livre. La première était sortie au cinéma avec Christopher Walken dans le rôle principal et elle était réalisée par David Cronenberg en 1983. Michael Pyler a voulu adapter ce roman avec l'ambition de créer une série dramatique qui explorerait les dimensions psychologiques et morales du don de prémonition. Il a créé la série en collaboration familiale,
avec Sean Pyler, son fils, et Lloyd Segan. Stephen King soutient le projet qu'il aime et il devient un producteur exécutif et participe activement au développement créatif de la série. King voulait approfondir les aspects du personnage et de l'univers qu'il n'avait pas pu explorer complètement dans son roman original. Mais avant d'arriver sur les écrans, le projet a connu pas mal de rebondissements. À la base, la série avait été pensée comme un pilote pour la chaîne UPN, à l'automne 2001. Mais UPN a finalement laissé tomber ce projet. Mais heureusement, USA Network a vu tout de suite le potentiel du projet et a décidé de le récupérer. Et ils n'ont pas regretté leur investissement. Quand les producteurs se sont mis à chercher l'acteur idéal pour jouer Johnny Smith, ils savaient que ça ne serait pas simple. Ils voulaient quelqu'un de capable de porter le poids d'un personnage complexe, à la fois fragile, marqué par la vie, et capable d'inspirer une forme de force intérieure. Anthony Michael Hall, c'était pas un choix évident au départ. À l'époque, il était connu surtout pour son rôle de jeune geek dans les comédies des années 80, comme The Breakfast Club ou 16 bougies pour Sam. Il traînait cette étiquette du sale gosse. Et justement, lui, il cherchait à s'en éloigner depuis longtemps. Quand il a passé le casting pour The Dead Zone, tout a basculé, les producteurs avaient vu défiler pas mal de comédiens sans jamais trouver le bon. Mais Halls, lui, est arrivé avec une vraie intensité. Il a joué une scène de vision prémonitoire, chargée en émotions, et ça a fait mouche. Il dégageait ce mélange de simplicité, de sensibilité et de tension que cherchaient les producteurs. Et il incarnait ce type ordinaire plongé dans l'extraordinaire, exactement ce que Stephen King, lui, avait imaginé dans son roman. Et pour aller encore plus loin, Michael Hall a décidé de se transformer physiquement. Il voulait faire oublier l'image du jeune premier. Alors, il s'est lancé dans un entraînement intensif, il a bossé son corps, son regard et sa posture. Quand Stephen King est venu le rencontrer sur le plateau, il a été bluffé, il ne s'attendait pas du tout à voir un changement aussi radical sur son acteur. Pour Nicole de Boer, qu'on connaissait déjà pour son rôle de Erzee Dax dans Star Trek Deep Space Nine, elle a été choisie pour incarner Sarah Bannerman, et c'est pas un hasard, Michael Pyler, le créateur de The Dead Zone, était aussi co-créateur de Deep Space Nine. Ils avaient déjà bossé ensemble, donc quand il a fallu trouver celle qui incarnerait Sarah, le lien s'est fait naturellement. Pour Chris Bruno, il venait compléter le trio principal en jouant Walt Bannerman, le shérif. Et il y a un petit détail sympa à noter, dans le film de 1983, le shérif s'appelait George Bannerman. Du coup, en reprenant le même nom de famille, la série crée un lien implicite entre les deux versions, comme si Walt était peut-être un parent de George. C'est un clin d'œil discret pour les fans qui connaissent bien l'univers de Stephen King. Le casting a connu un changement de dernière minute avant le tournage. À la base, c'est Michael Moriarty qui devait jouer le rôle du révérend Jane Purdy, mais au final, c'est David Ogden Stiers qui a été choisi pour l'incarner. L'histoire de Dead Zone se passe dans le Maine, aux USA, mais la série a été tournée principalement en Colombie-Britannique, au Canada, à Vancouver, pour des raisons de coûts de production et d'avantages fiscaux, et pour la saison 6, ils partiront à Montréal. Le tournage de la première saison débuta en avril 2002. Les studios principaux étaient situés donc à Vancouver, tandis que les scènes extérieures étaient filmées dans les environs, à Burnaby, Richmond et dans la vallée du Fraser. Et la météo canadienne va leur causer quelques soucis d'interruption de tournage, et aussi ils ont dû s'adapter aux intempéries pour les scènes extérieures. L'équipe de production créa un décor permanent pour faire la ville de Cleve Mills, utilisée tout au long de la série. Et pour faire un épisode, il leur fallait 8 jours de tournage. Pour filmer les visions de John, ils ont simplement filmé avec des caméras épaules pour faire un côté déstabilisé, quelque chose d'assez classique quoi. Anthony Michael Hall a raconté en interview qu'il avait mis en place une vraie routine avant de tourner les scènes de vision. Pour réussir à se mettre dans l'état émotionnel que ça demandait, il utilisait des techniques de concentration et de méditation. Il s'isolait, prenait le temps de se recentrer et de se couper du reste. C'était sa façon à lui de se préparer, et ça bluffait autant les autres acteurs que l'équipe technique. Tout le monde voyait qu'il ne prenait pas ses scènes à la légère, et même qu'un jour, il était tellement dans son rôle, il devait tourner une scène où il aurait une vision en touchant une voiture accidentée. La voiture avait vraiment eu un accident, et Anthony Michael Hall dit avoir ressenti un malaise en la touchant. Le gars était tellement investi qu'il finissait par se persuader que c'était réel. Un mot sur les pouvoirs de Johnny. À chaque contact avec une personne ou un objet lié à un événement marquant, Johnny est projeté dans une sorte de bulle temporelle. Là-dedans, il peut ralentir, figer ou accélérer le temps de ce qu'il voit. Il peut aussi revenir un peu en arrière ou avancer pour observer la scène sous différents angles. Lui seul reste conscient dans cette vision, comme s'il était suspendu hors du temps, pendant que le reste continue à tourner autour de lui.
Ce pouvoir lui permet d'analyser les détails avec une précision impossible autrement. Passé, présent ou futur, tout lui apparaît d'un seul coup, mais toujours avec un coup émotionnel fort. Ce dont il ne le contrôle pas totalement et il ne choisit pas ce qu'il va voir. C'est ce qui rend chaque vision aussi violente et précieuse. Et l'équipe avait instauré une petite tradition sympa pendant le tournage. À chaque fois qu'une vision de Johnny se révélait vraiment dans l'épisode, il fêtait ça avec un gâteau décoré pour l'occasion avec les événements de l'épisode. C'était une façon de marquer le coup et de relâcher un peu l'impression, même quand les scènes étaient lourdes ou intenses. Ça mettait une bonne ambiance sur le plateau et ça soudait l'équipe. Et Johnny n'est pas le seul à avoir réveillé la dead zone de son cerveau. D'autres personnes qu'il croisera sur son chemin l'ont fait aussi, comme Alex Sinclair, joué par Jennifer Finnegan, qui est une voyante. Elle a déployé sa zone morte après avoir été piquée enfant par des abeilles. Elle aide Johnny à retrouver un sniper dans l'épisode Double Vision. Ils développent des sentiments l'un pour l'autre, mais Alex refuse de continuer la relation. Elle revient dans l'épisode de Noël où leur lien est exploré plus profondément. Et il y a un autre personnage qui a développé sa dead zone, c'est Christopher Waze, joué par Frank Waley. C'est un homme venu du futur, il se réveille d'un coma dans un monde post-apocalyptique. Il possède donc lui aussi une zone morte, et il peut entrer en contact mental avec Johnny grâce à sa canne. Et il semble lié à Johnny et un Gigi venu d'un avenir sombre. Stephen King, tant qu'à lui, venait souvent sur le plateau, surtout pendant la première saison. Il ne se contentait pas de passer en coup de vent, il s'impliquait vraiment dans les échanges créatifs. Il proposait parfois des ajustements dans les dialogues ou dans la mise en scène, pour coller au plus près de ses personnages. La série a été bien reçue par les critiques et le public. La première saison a eu une audience moyenne de 6,4 millions de téléspectateurs sur USA Network. C'est un bon résultat pour ce type de série qui assurera la deuxième saison. Et elle a reçu même une augmentation de budget, tandis que la quatrième saison a attiré en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs. La série sera même diffusée dans une quarantaine de pays et elle sera aussi plusieurs fois nominée pour des prix, mais elle n'en a pas gagné. Il y a quelques différences entre le roman et la série. Johnny était professeur d'anglais dans les romans, et dans la série, il était un professeur de sciences. Et si vous en connaissez d'autres, eh bien je vous invite à les mettre en commentaire, ça vous fera participer à la vidéo. Il y a un petit détail intéressant à propos de la canne que Johnny utilise dans la série. C'est qu'elle ne vient pas de nulle part, c'est exactement la même canne que l'on voit dans d'autres adaptations de Stephen King. Elle a été utilisée par Stu Redman dans Le Fléau en 1994, puis par André Linoge dans La Tempête du siècle en 1999. La tête est différente, mais le reste est identique. C'est le genre de clin d'œil visuel qui crée une petite continuité discrète entre les diverses œuvres tirées de l'univers de Stephen King. Quelque chose fait juste pour les fans attentifs. Et deux autres acteurs font le lien direct entre le film de 1983 et la série. Tom Selleck, qui joue Herb Smith, le père de Johnny dans la série, incarnait le shérif George Bannerman dans le film original. Et Ken Pogge, que l'on voit dans la série dans le rôle de Vic Murphy, jouait le vice-président dans le film. Pour la dernière saison, la 6e, ils ont fait des changements de casting et de lieu de tournage. La prod part donc à Montréal, les personnages du shérif de Walt Bannerman et du révérend Jane Purdy et de Bruce Lewis font leur dernière apparition dans le premier épisode de la saison. Puis on les reverra, mais que dans des flashbacks, à part le révérend Jane qui revient pour le dernier épisode de la série. Et dès l'épisode 2, le shérif Walt Bannerman est remplacé par la shérif Anna Turner. Évidemment, ces décisions ont été prises car la série commençait à sérieusement baisser en audience. Et comme d'habitude, ça l'a fait encore plus dégringoler. Elle a fini à 2,1 millions de téléspectateurs. Et la série sera annulée sans une vraie conclusion à l'histoire. Car de base, elle avait été renouvelée pour une saison 7 avant de connaître les taux d'audience de cette saison 6. Et pendant un temps, une rumeur a circulé comme quoi Sci-Fi reprendrait la série. Mais ça n'a abouti à rien du tout. Anthony Michael Hall a eu l'occasion de réaliser un épisode, le 4 de la saison 3, et il était coproducteur sur 68 épisodes. Chris Bruno, lui, a réalisé aussi un épisode, le 2 de la saison 5, et John Lee Adams, lui, a pu réaliser l'épisode 9 de la saison 5. Voilà la petite liste des guests qui sont passés dans la série. Si j'ai oublié votre chouchou, les coms sont là pour ça. Donc on trouve Robert Culp, Robert Picardo, Louis Gossett Jr., Danny Masterson, Aaron Douglas, Patrick Bochot, Edward Asner, Greg Grunberg, Ben Foster et Don S. Davis.
On doit les musiques à Patrick Card, qui a fait 33 épisodes. Il est connu pour The Collector, The World Trade Center et Heroes Life. On a aussi John Beckerman, lui il a fait 32 épisodes et il est connu pour des musiques d'émissions américaines, donc pas très connu chez nous. Il y a aussi Roy Hayes, qui a fait la musique de 26 épisodes et il est plus connu pour Le Jour d'après ou Laisse-moi entrer et Army of the Dead. Sinon, il y a Sean Pierce, qui lui a fait 12 épisodes et il est connu pour Private Eyes, The Bridge ou Haven. Sinon, dans l'épisode pilote, La roue de la fortune, la classe de musique répète la chanson Monsieur Sandman et dans le même épisode, Johnny et Sarah s'embrassent dans une voiture au son de Sleepwalk, une chanson de Santo et Johnny, également présente dans le film de Stephen King, Sleepwalkers. Et la chanson thème des saisons 1 à 3 est New Year's Prayer de Jeff Buckley. Puis à partir de la saison 4, c'est Dead Zone Epic de Blue Saraceno. Et la bande originale de la série est disponible en CD. C'est une très bonne série, mais je me suis un peu paumé dans le milieu de la série. J'ai décroché, je suivais plus très bien. Dites-moi si ça vous a fait pareil, car les intrigues devenaient un peu bordéliques quand même, avec ses visions, tout ça, Stilson, enfin bref, j'ai un peu décroché. Pour voir la série, elle est disponible en DVD par saison, si vous voulez le français. J'ai pas trouvé de coffret intégral avec le français dedans. Elle n'est pas disponible sur une plateforme légale au moment où j'écris la vidéo. Si ça change, mettez-le en commentaire pour les autres. J'ai pas fait de catégorie adaptation, car il n'y a pas de rumeur de reboot à l'horizon pour une fois. Et il n'y avait pas d'autres adaptations sur d'autres supports, à part évidemment le film et le livre de Stephen King. Mais ça ne code pas vu que la série est tirée du livre. Pareil pour les produits dérivés, il n'y a pas spécialement grand chose à voir, donc bon, c'était pas nécessaire d'en faire une. N'oubliez pas les trucs de YouTube, les abonnements soutien pour voir les vidéos à l'avance, et merci à ceux qui ont rejoint la chaîne. Partagez les vidéos, mettez les pouces et la cloche, et sinon bien moi je vous dis à une autre vidéo, bye bye. Je vois ce que personne ne voit, un monde figé entre hier et demain. Chaque contact réveille une croix, un poids que je n'ai pas choisi mais qui me tend la main. Si le futur est une plaie béante, alors je saigne pour que d'autres vivent en silence. Un simple toucher et le voile se déchire. Passé et futur s'entrechoquent dans un soupir. Son fils ignore son nom véritable et son don devient fardeau. Douleur palpable, Bruce le guide. Sarah hésite mais Johnny sent que quelque chose s'écrit et s'effrite. Le danger a un nom, Stilson, le serpent, un homme de pouvoir. Au rêve brûlant, derrière lui Janus tisse les fils du chaos. Purdy vacille entre foi et complot. Johnny voit la fin, l'horreur au sommet. Un président est descendre si personne ne l'arrêtait.